Donc, bienvenue à notre midi interaction du centre de recherche interaction. Donc, je suis Annie Sapin-Leduc, je suis conseillère au centre de recherche depuis de nombreuses années. Et je vais être la modératrice aujourd'hui pour cette présentation. Donc, juste rapidement, pour les gens qui ne nous connaissent pas, petite présentation de notre centre de recherche. Donc, on est établi depuis 2001 et c'est un centre de recherche qui étudie et accompagne la configuration et l'évolution, pardon, des réseaux de solidarité avec les communautés, le milieu communautaire et le secteur public. Donc, on favorise dans notre centre la recherche transformationnelle et qui tient compte de la diversité des populations, des milieux de vie, et qui a comme objectif de contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et services sociaux, et surtout la pleine participation des premières personnes concernées. Et notre présentation aujourd'hui, je pense, est vraiment dans le target de ça. La recherche au centre Interaction implique bien sûr, vous pouvez l'imaginer, différents partenaires au niveau institutionnel, public, ministériel, municipal, des regroupements provinciaux, des organismes communautaires. Donc, on travaille dans une perspective intersectorielle, qui touche différents secteurs d'action comme les services sociaux, la santé mentale, le logement, l'éducation, l'emploi, l'immigration. Donc, dans cette logique, on favorise bien sûr un lien direct entre la recherche et la pratique terrain. C'est dans ce sens que est créée, en fin de compte, cette formule de midi interaction. Donc, notre objectif, c'est de partager les résultats des projets de recherche avec les partenaires des milieux de pratique et pour réfléchir ensemble sur les retombées sur le terrain de ces données de recherche. Donc, rapidement, si ma collègue peut mettre la diapo pour nous montrer un peu. Donc, juste rapidement, on est content de commencer notre série pour l'hiver 2025 avec cette présentation aujourd'hui. Et vous avez ici le programme pour l'hiver, hein, donc le 26 mars, le 30 avril, le 28 mai, mais tout est sur notre site Internet. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette pour recevoir toutes les informations. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Audrey L'Espérance et Alexandre Farez, donc, qui vont nous présenter le modèle de pratique et l'outil numérique Baromètre et comment apprendre ensemble en orientant l'action sur les forces et les objectifs des usagers. Donc, je vous présente Audrey L'Espérance, professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux de l'ENAP et Bonjour. chercheuse régulière à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrie. Elle s'intéresse à la participation des patients et des citoyens dans l'écosystème de la santé et la mobilisation et à l'intégration des savoirs expérientiels dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, je pense que ça va être un sujet très intéressant avec ce qui se passe en ce moment dans le réseau, les réformes. J'ai bien hâte de l'entendre. Est-ce que les usagers ont encore un mot à dire? Je vous présente également notre commentateur aujourd'hui, Alexandre Farez, qui va, lui, nous rapporter la vision sur le terrain. Il est chargé de projet pour ce projet, justement, Baromètre, à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrie. Donc, formé en travail social, il accompagne les milieux de pratique qui implantent ce projet, cet outil Baromètre, depuis plusieurs années. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux présentateurs qui vont installer Oui, les diapos. Audrey, je vous laisse la parole. Donc, on a dit super. justement rapidement, à peu près, c'est ça, 30, 45 minutes de présentation. Et puis après, on a une période d'échange et de questions jusqu'à 13h15. À vous la Ouais. parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour l'introduction. Et merci à Alexandre d'avoir accepté de faire ça avec moi. Il y a beaucoup de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui qui est, je dirais, un travail collectif. C'est Alexandre et moi qui sommes les émissaires aujourd'hui, mais on a toute une équipe de recherche qui travaille sur Baromètre. Puis
c'est important là, pour moi de les mentionner parce que moi, j'ai hérité du projet Baromètre, la direction scientifique du projet Baromètre qui a été dirigé par différents chercheurs à travers les années. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un peu un bilan des apprentissages qu'on a fait à travers ce projet-là. Puis, comme on disait, là, avec toutes les réformes, les changements, les réorganisations, les expérimentations hein, aussi, parce que c'est un projet de recherche, on en a appris beaucoup. Puis, c'est un plaisir de pouvoir partager aussi ces apprentissages-là avec vous. Donc, le projet de bilan a été financé par les IRSC il y a maintenant 2 ans et demi. Puis ça nous a vraiment permis d'aller dans une série de milieux de pratique où un baromètre a été utilisé, implanté, des fois conservé pendant plusieurs années, des fois utilisé puis laissé tomber pour plein de raisons, hein, des changements organisationnels, etc. Donc, on est allé essayer de voir comment on pouvait en arriver à faire un bilan des apprentissages puis en tirer je dirais des constats qui pourraient ensuite être transférables pour nous, pour l'équipe de recherche, pour développer des nouvelles questions, mais aussi pour les milieux, pour se poser la question par rapport à certains autres modèles de pratique et outils numériques qui sont implantés dans le réseau. Là, on parle beaucoup de transformation numérique hein, dans les derniers temps, là, donc, veut pas, il y a un intérêt aussi d'apprendre de ce qui a déjà été fait, des activités ou des expériences qui ont déjà été justement mis en place. Donc, on vous propose de faire un peu un tour parce que Baromètre, ça fait longtemps que ça existe, mais ce n'est pas connu de tous. Puis, on a utilisé le nom baromètre pendant longtemps, mais dernièrement, on l'appelle aussi TREC. Pourquoi changer de nom? C'est que des baromètres, il y en a plusieurs au Québec en passant. Donc, pour pouvoir se distinguer au Québec, on a commencé à l'appeler TREC. D'ailleurs, dans les milieux d'implantation les plus récents, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est TREC, mais en France, ils continuent à utiliser Baromètre. C'est la même interface, c'est la même chose. C'est juste que pour justement se distinguer au Québec, on a commencé à utiliser les nouvelles couleurs qui sont devant vous. Donc, si vous m'entendez dire trek ou baromètre, sachez qu'on parle exactement de la même chose. C'est vraiment un choix délibéré de se donner un nom québécois qui allait faire un petit peu être un peu distinctif. Donc, je vous amène à la deuxième. Qu'est-ce que c'est, TREC baromètre? Ben, c'est deux choses, en fait. C'est un modèle de pratique qui est fondé sur le rétablissement et d'autres principes que je vais vous présenter et une plateforme numérique et collaborative qui a été développée à partir de ces principes-là. Donc, il faut vous remettiez dans l'optique, il y a maintenant 13 ans, on développait une plateforme en se disant, on veut que le numérique puisse soutenir, accompagner notre démarche de changement de pratique vers une pratique qui est plus collaborative et inclusive des patients ou des personnes accompagnées. Ça nous semble tout à fait, je dirais, logique en 2025, mais jadis, on était vraiment dans un défrichage, puis c'était aussi la période où les plateformes numériques étaient vues comme étant un potentiel de transformation et surtout de collaboration interprofessionnelle qu'on ne voyait pas plus tôt. Donc, c'est important, oui, de réfléchir à un modèle de pratique, mais surtout de l'actualiser dans des mécanismes qui allaient s'implanter dans les milieux de pratique. Donc, vous allez voir que les deux se sont constitués, des fois, pas nécessairement sur la même vitesse, mais en parallèle, ils se sont inter-influencés énormément. Je vous amène au modèle de pratique, puis Alexandre, tu me fais signe si jamais tu veux rajouter des choses, parce que justement, Alexandre est un peu notre mémoire institutionnelle dans tout ça. Il est là depuis beaucoup plus longtemps que moi, puis il connaît autant le modèle de pratique que l'interface numérique. Donc, n'hésite surtout pas, mon cher. Mais le modèle de pratique est basé sur 4 principes directeurs.
qui ont ensuite influencé énormément l'outil, pas nécessairement, comme je vous le dis, toujours dans un ordre chronologique, mais surtout on s'est comme inter-influencé dans la construction et aujourd'hui, on peut dire que c'est assez fixe. Le premier principe du modèle de pratique, c'est se centrer sur la personne, hein. C'est tout l'esprit de l'approche centrée, considérer la personne dans sa globalité, dans ses interactions avec son environnement. Puis dans ce contexte-là, on réfléchit à l'identification des forces, des ressources, des souhaits, des priorités de la personne. Donc, de créer un plan d'intervention qui va vraiment être orienté vers l'objectif de la personne. Si vous connaissez les plans d'intervention faits en partenariat avec les patients, pendant longtemps, on parlait de PII en partenariat. Ça ressemble beaucoup à ça. L'idée derrière, c'est vraiment d'avoir une intégration de la personne dans le développement de son plan. Dans une optique de participation maximum de la personne pour pouvoir promouvoir, je dirais, ses droits, mais aussi son autodétermination dans le rétablissement, puis favoriser non pas de grands souhaits nécessairement, je dirais, ultimes, mais de développer une pratique qui était sur des petits choix, des objectifs qui s'organisaient selon, je dirais, la temporalité de la personne elle-même, et plus que la temporalité qui est imposée des fois par nos professionnels ou même par nos organisations de soins. Le deuxième principe, c'est l'alliance collaborative. Puis, je vous dirais que dans ce contexte-là, c'est important de réfléchir à l'évaluation et éventuellement au suivi, mais en coproduction avec l'usager. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de pouvoir valoriser les savoirs d'expérience des personnes, autant dans l'évaluation, entre autres dans l'identification des forces, mais aussi dans le suivi, puis que ce croisement de savoir-là puisse s'actualiser dans l'ensemble du suivi puis de l'accompagnement des personnes tout au long de leur parcours. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait généralement favoriser la co-élaboration du projet personnalisé, donc du plan d'intervention. Et dans ce contexte-là, il fallait aussi que la plateforme puisse permettre ça, hein. Ce n'est pas seulement de le faire dans les faits, mais il fallait aussi avoir des incitatifs. Et un des incitatifs, c'était aussi de le faire à travers l'utilisation de la plateforme. Le troisième principe, c'est renforcer le partenariat de soins et services. Puis je pense que vous l'avez un peu vu avec les deux premiers principes, c'était un peu en filigrane, mais l'idée du partenariat de soins et services, c'était aussi de permettre du temps qui était dédié à une communication de la personne dans son plan et donc de pouvoir permettre d'être entendu, de aussi partager des notes dans un langage qui était commun. Et souvent, ça devient le langage, je vous en reparlerai un peu plus tard, de la personne accompagnée elle-même. Donc, de dire, bien, généralement, la note est un outil qui appartient aux professionnels. Elle est écrite aussi dans un langage professionnel, même des fois hermétique pour d'autres professionnels dans l'équipe. On peut penser, par exemple, à des notes médicales qui ne sont pas nécessairement intéressantes ou utiles pour un autre professionnel dans une équipe interprofessionnelle. On se disait, bien, en fait, il faudrait permettre l'utilisation d'un langage qui est commun dans l'équipe. Puis le langage qui est le plus commun, c'est celui finalement de la personne accompagnée. Comment on peut valoriser, mettre ça en avant. Puis ça a vraiment été un des drivers, si vous acceptez l'anglicisme, là, un des moteurs là, du développement de la plateforme aussi au départ. Le quatrième principe, c'est celui de soutenir le développement continu des compétences des professionnels, bien sûr, mais éventuellement, on s'est rendu compte, puis on se rend encore plus compte qu'il y a aussi un développement continu de savoir chez les personnes accompagnées. Donc, de se dire, ben, finalement, quand on communique davantage, qu'on est davantage dans la transparence, on peut créer justement une organisation du travail, mais qui favorise pas seulement l'apprentissage collectif, mais peut-être l'apprentissage de la personne accompagnée aussi, entre autres sur ses forces, mais éventuellement sur d'autres, des rôles, des responsabilités des professionnels qui l'entourent.
On voit aussi que, puis c'était un des principes directeurs, mais c'était l'idée aussi de favoriser à travers l'utilisation du même outil un meilleur partage d'informations. Encore une fois, je vous invite à vous remettre dans des bottines d'il y a 12 ans, 13 ans, où finalement la pratique interprofessionnelle, on la pensait et on la mettait en application différemment. C'était peut-être un peu plus nouveau. On ne savait pas trop comment on allait faire ça. Donc, il y avait vraiment une recherche de mécanismes pour pouvoir la mettre en place. Et ça a été vraiment un axe important, un principe directeur important qui a mené le modèle de pratique, puis éventuellement aussi le design, le développement de la plateforme numérique. C'est quoi le grand défi? Bien, surtout, c'est de concrétiser ces principes et ces stratégies-là au sein de routines quotidiennes de professionnels et d'organisations. Puis vous pouvez penser en arrière de ça qu'il y a beaucoup de gestion de changement. Puis la meilleure façon à cette époque, et je pense encore aujourd'hui, on va vous en reparler, c'était justement d'offrir des outils. L'outillage devenait une façon de pouvoir entrer dans les milieux et de concrétiser ou en tout cas de pouvoir montrer que ces promesses-là n'étaient pas que des promesses et des grands principes, mais qui pouvaient devenir des pratiques réelles dans la routine du quotidien des équipes. Donc, c'était le grand défi de l'équipe de recherche parce qu'on voulait aller à travers l'outil démontrer un changement là, dans les milieux. Je vais laisser la parole à Alexandre parce que la plateforme numérique, il la connaît sur le bout de ses doigts parce qu'il l'a en grande partie développée, mais aussi parce que il y a plusieurs éléments dans Baromètre, même si c'est une plateforme qui est quand même, somme toute, assez facile à utiliser. Vous allez voir, c'est pas sorcier, c'est c'est un outil numérique je dirais, pour les gens les moins techno. Moi, en tout cas, inclus, je l'aime bien, cette plateforme, parce qu'elle est facile d'utilisation, puis elle a justement été designée en partenariat avec des usagers dès le départ. Donc, ça a permis aussi de la garder simple, efficace, mais surtout orientée vers les besoins des personnes. Et Alexandre, je te donne la parole, puis tu me dis quand tu veux que je change les... Merci Audrey, tu as très bien résumé. Puis aujourd'hui, on a une chance incroyable parce que parmi les participants, puis je ne vais pas mettre trop le spotlight, mais on a des participants qui ont contribué il y a 13 ans déjà et plus euh, à la construction de la plateforme. Donc, c'est assez fascinant là, d'avoir ça aujourd'hui. Comme le dit Audrey, 13 ans, c'est long. Une plateforme qui a passé par beaucoup d'itérations. Il y a un concept clé à l'intérieur de cette construction d'une plateforme numérique. On parle de plateforme numérique aujourd'hui. À l'époque, on parlait d'outils d'accompagnement. On est vraiment très, très loin. Et donc, plusieurs phases. Les phases sont toujours caractérisées par le même principe directeur dans notre développement. Ça a été d'inclure des personnes, quand je dis des personnes, ça inclut les professionnels, ça inclut aussi les citoyens ou les personnes à laquelle la plateforme elle est dédiée. Ça inclut des gestionnaires, des directions, et cela sur 2 pays, la France et le Québec. Donc, c'est quand même beaucoup d'interlocuteurs en 13 ans qui ont donné leur grain de sel. C'est là où moi, j'interviens dans mon petit chapeau. C'est des fois d'être le médiateur, des fois d'être le concepteur, des fois être l'accompagnateur, le formateur. Donc, ce sont tous des éléments nécessaires pour arriver à vous montrer un peu où on en est aujourd'hui. On va se concentrer sur un volet du baromètre, qui est le volet plutôt clinique, qui est bien caractérisé par cette image-là. On les monte en rafale, mais juste pour vous introduire, au baromètre, il y a 4 grands volets. Il y a un volet recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les données d'utilisation, qu'est-ce qu'elles nous donnent, ces données-là, quelles sont les priorités des personnes, est-ce que les personnes utilisent les mêmes objectifs et les mêmes actions pour répondre à leurs besoins, lesquels fonctionnent. Donc, on peut vraiment exploiter la donnée à des fins de recherche pour essayer de comprendre le service, c'est quoi les bons services qui fonctionnent auprès des personnes, qui sont perçus positivement, etc. Donc, tout un volet d'infrastructure de recherche, un volet très organisationnel, gestion des lits, gestion des comptes, quel utilisateur a accès à quel dossier, combien de dossiers je peux partager, quelle information est partagée entre le professionnel et la personne. Donc, toutes ces choses-là, c'est un pan qui est quand même considérable pour offrir un outil numérique. Le volet très professionnel,
tout outil nécessaire aux professionnels pour faire son accompagnement. J'inclus médical, j'inclus social, notes, rapport pour la cour, évaluation, observation clinique, partage interprofessionnel. Mais aujourd'hui, on va se concentrer davantage dans la présentation sur ce dernier volet-là, qui est le volet clinique, celui qui est plutôt proche de l'accompagnement des personnes. Donc, c'est un dossier collaboratif numérique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le cœur, c'est qu'on a une plateforme qui est autant utilisable par le professionnel que par la personne accompagnée. Donc, c'est vraiment une double connexion. Les deux personnes peuvent entrer de l'information à l'interface, la partager, en discuter lors de l'accompagnement. Tu peux avancer la diapo. Ah ben voilà, j'ai dit dans le petit message, 2 interfaces interconnectées. C'est un principe super important pour nous parce que ça permet vraiment d'accentuer la notion de partage d'informations. On tend à essayer de faire rejoindre l'expertise professionnelle et l'expérience de la personne, pas nécessairement de les mettre en balance équitable, parfaite ou en déséquilibre, mais vraiment de les faire se rencontrer pour qu'il y ait des points de contact sur un langage commun, mais aussi sur des dissensions. Il peut y avoir des priorités qui sont différentes pour un milieu organisationnel que pour la personne. Ici, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, tant et aussi longtemps qu'elles sont mises en relation. On Juste pour vous donner un petit point d'information, pour moi, c'est important ici parce qu'en passant, on peut se demander pour les gens qui me connaissent, parce qu'il y a quelques personnes dans la salle qui connaissent aussi d'autres types de travail que je fais. Pourquoi une prof qui travaille sur le partenariat entre les patients et les professionnels, puis éventuellement les organisations de santé, s'intéresse à une plateforme numérique et à un modèle de pratique clinique? C'est justement à cause de cette idée de mettre en relation les objectifs de la personne avec ceux des professionnels. Puis ce qui est très, très clair quand on regarde Baromètre, puis l'interaction qui se joue dans la plateforme, mais aussi qui est imposée dans le modèle de pratique aussi, c'est cette relation, mais c'est aussi le dialogue constant qui va s'établir lorsque la plateforme est utilisée dans un milieu. Donc, l'interface, donc le volet de configuration de la plateforme, qui est 2 interfaces, mais qui se parlent, c'est en partie le mécanisme numérique qui permet justement la mise en relation du patient avec ses professionnels ou de la personne accompagnée avec ses professionnels, parce qu'ici, on parle, vous allez voir dans nos exemples, des milieux qui sont très hospitaliers, puis dans d'autres milieux, on était dans les milieux communautaires. Là. Donc, des fois, on ne parle pas du tout du même usager, mais dans chaque cas, on voit cette relation-là s'établir parce qu'on n'a pas seulement une plateforme usagère. En passant, il y a beaucoup d'outils numériques à l'heure actuelle qui sont développés pour renforcer l'auto-soin, hein, la gestion par la personne dans ses soins au quotidien. Puis on voit aussi le développement d'outils pour les professionnels, mais on voit rarement des outils qui sont une mise en relation des deux. Puis ça, je pense que c'était la force, et c'est encore la force de Baromètre Trek là, dans tout ça. Je t'avance les diapos. Alexandre. Merci beaucoup. Donc, en rafale, 4 volets. Je vous les nomme, puis on regarde après à l'écran. Un volet où on dresse vraiment les priorités, les souhaits et les attentes, on va dire, de la personne. Un volet où on va regarder son réseau social. Un volet où on regarde ses forces. Et un dernier volet où on regarde les objectifs. Dans Baromètre, ce n'est pas un outil classique très technique où vous remplissez des questionnaires bout en bout. Ça peut paraître comme ça à l'écran quand on vous le montre, mais normalement, dans un bon usage de la plateforme, tous les champs sont optionnels et tous les champs peuvent être remplis dans le désordre. Donc, ça, c'est quand même une particularité importante pour rester flexible. Vous voyez à l'écran ce qui est le premier volet. On parle d'évaluation du bien-être et de la qualité de vie, qui est probablement l'entrée souvent qu'on fait avec Baromètre. C'est vraiment un examen plutôt approfondi sur différents champs de la qualité de vie qui nous affectent de manière significative tous les êtres humains. Et on demande à la personne de regarder parmi cette longue liste exhaustive-là les éléments qui font sens pour lui et comment elle se positionne à l'intérieur. Donc, ça peut être autant des éléments sur ses besoins, sur sa santé, sur son estime, sur ses projets de vie, etc. Et le second exercice qui peut être mis en relation avec cette évaluation-là de sa qualité de vie,
c'est celui de la priorisation, qui est vraiment déterminante. C'est le point le plus important, je pense, du baromètre, c'est d'évaluer parmi ces éléments-là, lesquels on considère prioritaires ou importants pour nous. Et quand je dis pour nous, pour la personne. On parlait d'évaluation comparée. Les professionnels peuvent aussi faire cette évaluation-là et comparer leurs observations des priorités ou de la qualité de vie avec celles de la personne pour en discuter, voir les points de compréhension. Le troisième volet qu'on fait après, c'est les souhaits, c'est les attentes. C'est celui qu'on voyait dans la diapo d'après pour Audrey, celui avec le petit cœur. Essentiellement, c'est bien de savoir où on en est maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, mais quelle serait notre attente, notre idéal. Et puis ça, c'est important pour orienter le reste de l'accompagnement au niveau professionnel, de comprendre un peu qu'est-ce qui sont les choix de la personne, puis qu'est-ce que ça veut dire. On prend un exemple très rapide au niveau du logement. Ça peut être une priorité pour une personne de trouver un nouveau logement. Mais quel genre de logement? À quel endroit? Avec quelle personne? En colocation, au centre-ville, en campagne, avec des animaux, pas d'animaux? Les souhaits sont vraiment importants pour venir donner de la chair autour de l'évaluation de la qualité de vie et des priorités. Puis en passant, juste pour vous donner, on a des exemples où les souhaits de la personne étaient complètement différents, puis même étaient évalués par les professionnels comme étant inaccessibles, inatteignables. Ouais, OK, tu vas aller en logement supervisé, impossible, ça n'arrivera pas. Mais en fait, baromètre, le fait que ça mette en évidence le souhait de la personne demandait aux professionnels de toujours y revenir. Et donc, quand on y revient, on a tendance à adhérer tranquillement à cette option-là. Et on a des exemples, bon, qui restent anecdotiques, mais quand même importants, à mon avis, où on a vu l'équipe tranquillement là, bifurquer puis aller orienter. Et finalement, cette personne-là, par exemple, est en appartement supervisé depuis maintenant des Exactement. années. Fait qu'on voit que ça a un effet un peu... encore une fois, insidieux, mais du bon sens. Là, je ne chercherai pas le mot exact, mais c'est de dire, ben, du moment où c'est déposé, on ne peut pas le nier. Il y a une obligation d'y revenir puis d'y voir une certaine force motrice. Puis ça a un avantage là, pour pouvoir peut-être réévaluer le potentiel ou même le rôle que l'équipe doit jouer dans l'accompagnement de la personne. Tout à fait. Tout à fait. J'y vais en rafale pour les autres volets. Le réseau social, pour ceux qui sont familiers avec le génogramme ou l'écomap, on est très, très proche d'un écomap ici. La personne est au centre. On peut positionner les relations autour. Les relations qui sont plus significatives vont être plus proches. Les relations moins significatives vont être un peu plus éloignées du centre. On peut les qualifier comme positives, négatives. Une fois que cette première évaluation-là est faite, on a une pléthorade de questions supplémentaires qui s'ajoutent pour aller donner du détail. Si on vous demandait d'évaluer vos relations avec seulement 2 critères, peut-être que ce ne serait pas représentatif de la complexité de ces relations-là. L'autre prochain volet, on l'a condensé dans un onglet, mais il faut être très, très clair, c'est le volet des forces de la personne. En réalité, elles sont transversales à l'ensemble de l'outil. C'est important d'aller imprégner nos autres évaluations, nos autres usages de l'outil, des forces qu'on mobilise. Ici, il s'agit seulement d'un endroit où on peut les intégrer de manière un peu plus classique. Quelles sont les habiletés, les intérêts, les compétences. Mais normalement, lorsqu'on est en train de faire une évaluation des souhaits de la personne, on devrait aller déjà être dans le champ des intérêts ou des opportunités que cette personne-là peut avoir et mobiliser dans sa vie. Donc, les forces, c'est un endroit intégrateur, mais en réalité, il faut le voir comme transversal dans notre pratique. Ça, on va en parler plus tard avec le modèle de pratique. Oui, puis je veux juste vous rajouter que aussi, des fois, faire le dépôt des forces, c'est un exercice en soi pour révéler à la personne à accompagner ses propres forces. Et ça, moi, je travaille beaucoup sur le développement des savoirs patients, l'utilisation, la mobilisation dans les soins. Puis je pense qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que des fois, juste les déposer dans un répertoire comme ça, l'effet révélateur, actualisateur de ces forces-là chez la personne, puis finalement dire, ben oui, finalement, c'est vrai, ça a l'air anodin, mais au quotidien, je suis capable de faire telle chose, ou j'ai un permis de conduire, ou j'ai ces éléments-là qui me permettent d'agir. Donc, ça a un effet aussi d'empowerment d'une certaine façon, même juste l'exercice simple de le déposer dans une plateforme Et comme ça. probablement mieux que les autres onglets, il a la capacité de montrer pourquoi Baromètre ne doit pas être pris comme un questionnaire, parce qu'ici, imaginez que vous aviez à remplir vos forces, vous-même pourriez avoir de la difficulté. Ça peut être un onglet très
confrontant ou difficile à remplir pour une personne qui vit une difficulté, une vulnérabilité, ou même quelqu'un normal qui reste humble, ça peut être compliqué d'évaluer ses propres forces. Donc, il faut vraiment le penser comme un processus continu et non pas un exercice tout simplement d'aller remplir les petites cases. Oui, Dernier volet. exactement. C'est très important ce que tu dis là, Alexandre, parce qu'en fait, là où on a les meilleures utilisations de la plateforme, c'est en fait des interfaces qui évoluent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que vous ne voyez pas dans les exemples parce qu'on les a produits pour des présentations académiques comme celle-là, c'est complètement faux. Hein. Ce que vous voyez à l'écran, ça a été construit par nous pour juste le montrer, mais c'est qu'on voit à travers les années une augmentation des interactions, une augmentation de l'information et sur certaines interfaces d'usagers que j'ai vues, c'est assez impressionnant à quel point finalement chacun des éléments du baromètre se parle. Donc, on va aller mobiliser les forces dans les notes, on va avoir intégré justement l'objectif de la personne et ça, c'est vraiment important là. Ici, c'est que ces 4 interfaces qui pourraient être considérées comme étant chacun leur but, leur objectif, remplir chacun leurs objectifs, mais au fil du temps, ils ont un effet croisé qui est quand même extrêmement important. Oui, tout à fait. Dernier élément, c'est le plan que vous voyez ici, accomplissement. Maintenant, il s'appelait objectif. Il change de nom continuellement là, au fil des années. On passe au plan d'intervention. Sa grande particularité ici, c'est qu'il va intégrer les objectifs de la personne, c'est-à-dire mis dans ses mots. Ça peut être entré directement par la personne ou via un intervenant qui le fait pour lui ou elle. Et puis, l'autre élément, ça va être les objectifs cliniques, donc plus professionnels, qui appartiennent plutôt au service, mais qu'on veut que la personne puisse voir à l'écran. Donc, c'est vraiment le plan mélangé de l'ensemble des intervenants au dossier et de la personne, où on y va retrouver les actions et les évolutions dans le temps. Donc, c'est un plan intégrateur, je dirais, de l'ensemble des acteurs autour de l'accompagnement. Mais encore une fois, si on a bien fait le modèle derrière l'usage de l'outil, on n'arrive pas à un plan d'accomplissement qui ne tient pas compte des priorités ou des choix ou des souhaits de la personne. Donc, c'est pour ça que je dirais que le seul endroit où on pourrait peut-être dire que c'est le dernier élément à remplir dans un ordonnancement idéal, ce serait le plan y arrive à la toute fin et on commencerait normalement vers les priorités et les choix de la personne. Mais encore une fois, il ne faut pas être trop dogmatique. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, puis justement, une des choses qu'on a vues dans les milieux, c'est que chaque milieu part peut-être pas dans le même onglet. Ils ne vont pas prioriser le même onglet. Ni les personnes accompagnées d'ailleurs qui peuvent avoir des préférences sur certains endroits. Ce qu'on a vu aussi, puis on va en parler avec les 13 ans d'expérimentation, c'est aussi qu'il y a des milieux où le plan n'était jamais partagé à la personne. Donc, je pense que ça, faut le signifier quand même. On pense que c'est un droit des personnes d'avoir un plan d'intervention en bonne et due forme dans lequel il est informé par l'expérience dans les milieux qu'on a visités. C'est pas toujours, voire rarement réellement fait. Donc ici, avoir une interface qui est conjointe, c'est une autre façon numérique ou technologique de venir adresser ce besoin-là. Un élément qui est important à vous dire, c'est que l'équipe de recherche, bon, il y a eu tout un développement de la plateforme, du modèle de plastique qui me précède totalement, mais il y a aussi tout un travail d'implantation qui se fait, je dirais, à géométrie variable, dans le sens où il y a des milieux qui veulent prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie puis qui ne veulent pas nécessairement beaucoup d'intervention de l'équipe et d'autres ont été beaucoup accompagnés. Alexandre a fait beaucoup d'accompagnement de différents milieux à travers les années et c'est très différent la manière dont les gens vont les organisations vont aborder le projet d'implantation de baromètre ou de TREC. Je vais vous donner un exemple. La Fondation John Boss a une personne à temps plein, même 2 en fait, qui sont des experts de baromètre, qui sont des Québécois qui maintenant habitent en France, qui ont implanté la plateforme à la Fondation et qui continuent à former, à accompagner les équipes à utiliser baromètre. Donc, on se retrouve aussi dans un milieu, je dirais, champion, où on n'a pas seulement une équipe de recherche qui accompagne, mais aussi une équipe sur place qui est dédiée à baromètre.
on s'entend, on n'a pas eu ce genre d'investissement de temps et d'argent dans tous les milieux. Puis des fois, ben, justement, on se retrouve dans des milieux où eux, on préfère le volet professionnel, partent avec le volet professionnel. On a très peu d'ouverture de compte usagers, donc très peu d'utilisation par les usagers de baromètres. Donc, on a vraiment eu, puis là, c'est pour ça que je vous amène aux expérimentations, un ensemble de pratiques avec baromètre et le modèle de pratique qui, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'était une expérience, c'était de multiples expériences, mais on a été capable, dans le dernier projet de recherche, de revenir sur ces expériences-là, d'essayer d'en tirer certains apprentissages. En se disant aussi que ben, est-ce que finalement la grande question qu'il y avait derrière, c'est est-ce que ça vaut la peine de continuer d'implanter et baromètres là, dans des milieux où ça vaudrait la peine de prendre un petit pas de recul pour aller voir qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir justement réfléchir à c'est quand le baromètre, la plateforme est pertinente et est-ce que le modèle de pratique doit être aussi repensé, révisé, réfléchi autrement. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on s'est, je dirais, plongé dans une étude. Puis en même temps, ça m'a permis, moi, personnellement, de m'approprier un tout petit peu ce projet qui appartenait à d'autres jusqu'à maintenant. Je vous amène donc dans un voyage de 13 ans où on va vous donner quelques exemples. Alexandre, il a travaillé avec moi pour identifier des fois des exemples que je connais très bien, des fois des exemples du passé que lui connaît mieux que moi. Puis, on vous les a regroupés sur 4 grands apprentissages globaux. Puis, si jamais vous avez des questions plus précises ou vous voulez des indications, on peut driller, comme on dit en bon français, si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous le faire en accéléré pour les 10 minutes qui nous restent. TREC, baromètre, ça peut être tout ce que je vous ai présenté au début dans le modèle de pratique. Hein. C'est une promesse, baromètre. C'est une volonté, c'est une vision. C'est une vision qui est orientée vers le rétablissement, le partenariat, une approche interdisciplinaire et interprofessionnelle. Ça peut permettre de maintenir des relations. On a des exemples très concrets où ça va même jusqu'à faciliter la prise de décision. On a quelques cas aussi où on voit le potentiel que Baromètre a pour impliquer la personne, mais aussi ses proches dans le soin. On a des indications que les usagers se sentent mieux compris et respectés dans leurs accompagnements. Donc, vous voyez là qu'il y a quelque chose dans Baromètre qui est extrêmement puissant et intéressant. Assez pour qu'on continue pendant 13 ans à explorer et à continuer à tenir ce projet-là en vie. Ce qu'on a appris, je pense que c'était déjà su au départ, mais Alexandre, il me l'a même souligné quand on a préparé la présentation. Je trouve que c'est très, très réel. C'est que c'est un outil numérique qui ne peut pas être implanté comme tel. L'outil numérique tout seul, il n'est pas assez, c'est pas assez pour dire qu'on va changer les pratiques. OK? Donc, c'est une combinaison du modèle de pratique et de l'outil numérique qu'il nous faut. Et dans certains cas, on l'a quand même, dans certains milieux, considéré comme un outil qu'on pouvait utiliser dans l'intervention auprès des personnes. Ce n'est pas un outil d'intervention, baromètre. C'est un outil d'accompagnement, mais pas de gestion de crise, pas de traitement, pas de normalisation. On n'est pas dans cette optique-là. Et quand c'est utilisé dans cette optique-là, on perd complètement le lien avec le modèle de pratique. Et finalement, dans les faits, si on n'a pas le modèle de pratique puis qu'on n'est pas adhéré au modèle de pratique, on peut utiliser l'outil autant qu'on veut, on n'obtiendra pas les résultats escomptés. Okay? Et c'est cette tension-là entre le modèle de pratique et l'outil baromètre qui est notre apprentissage numéro 1. C'est que dans certains cas, on rentre dans un milieu un peu comme un cheval de Troie. Hein? C'est genre, regardez, on a un bel outil numérique, on va venir vous aider à l'implanter. Puis c'est comme ça qu'on va amener le modèle de pratique à s'imposer dans les équipes et ça fonctionne.
OK? Parce que, veut pas, dans les 12 dernières années, on a changé un petit peu notre, je vais le dire en bonne chercheuse en sciences sociales, on a changé nos représentations sociales par rapport à la technologie. Hein? La technologie, c'était vu un peu comme une panacée pendant un certain temps. Donc, de présenter un outil numérique puis de dire, hey, on a un outil pour vous, ben, c'était une façon aussi d'attirer les milieux puis qu'ils désirent expérimenter avec nous. Donc, c'était bien. Et ça a permis, dans certains cas, effectivement, d'imposer le modèle de pratique baromètre. Dans d'autres cas, ça a fait exactement l'inverse. On se retrouve avec des milieux qui ont utilisé l'outil pendant un certain temps, souvent le volet professionnel plus que le volet usager, et dans lesquels on voit très peu ou presque pas de changement au niveau des pratiques. Donc, très peu de pratiques interprofessionnelles, très peu de collaboration, très peu de présence des patients dans le suivi. Donc, exactement pas ce qu'on tentait d'obtenir. Vas-y, Alexandre. Ben oui, j'irai avec un exemple tout de suite pour illustrer ça. Sur les deux exemples, vous voyez à l'écran, c'est CHRU de Tours. Je vais plutôt parler celui de l'autre toit à Sherbrooke, que je trouve qui termine mieux. Donc, c'était intéressant. On est souvent, comme c'est le cas dans le baromètre, on est interpellé par les organisations qui souhaitent un outil pour régler un enjeu qu'ils ont déjà. C'est rarement nous qui vont faire le démarchage pour implanter l'outil. L'autre toit nous contacte, ils ont une nouvelle équipe et puis ils cherchent un outil pour actualiser. C'est une coopérative d'habitation qui a une mission psychosociale. Ils veulent actualiser la mission psychosociale à la recherche donc d'un outil qui va permettre de l'organiser, ce suivi psychosocial-là. Et lors de l'implantation, on se rend compte assez rapidement que pour diverses raisons que je nommerai pas au complet, l'organisation cherche davantage derrière l'outil baromètre et son utilisation un modèle pour documenter les mauvais locataires de la coopérative pour présenter un bon dossier à l'Office. Comment? Oh, on a une personne que son micro est ouvert. Dans une seconde. Merci. Donc, je répète la phrase. Donc, pour cette organisation-là, on a un souci de montrer à l'Office qu'on a fait notre mission psychosociale. Donc, en documentant à l'aide de baromètre le dossier, on peut prouver ici, on a tout fait. Donc, et c'est le modèle de pratique ici qui sert à renverser cette posture-là qui est un peu plus descendante dans le but de documenter les méfaits. Et quand je parlais des forces, on a tourné l'implantation vers pourquoi pas utiliser baromètre pour aller documenter les forces des locataires, comment on peut les mobiliser. Et on a vu un changement assez rapide du moment où le modèle de pratique s'est installé dans la vocation de l'usage. Et ça, je pourrais donner l'exemple de Tours, mais par souci de temps, je pense que l'autre toit, il montre bien comment le modèle de pratique est pertinent ici et que l'usage de l'outil pourrait, à toute fin pratique, simplement reproduire l'intention qu'on a déjà choisi. Donc, c'est pour ça que l'intention, il faut s'y entendre. Puis le modèle de pratique, on disait que baromètre, c'est une promesse. Le modèle de pratique en est une autre aussi. Oui, exactement. Puis juste pour vous dire, le CHRU de Tours, on a un étudiant de doctorat qui est allé faire son doctorat là-bas. Puis dans son cas, il met un peu de nuance à ce que je vous ai dit parce qu'il dit qu'il a quand même identifié des changements de pratique individuels. Peut-être pas collectifs dans l'équipe, il ne voit pas des grands changements transcendants, mais chez certaines personnes, ça induit une attention particulière à certains éléments là, qui se retrouvent dans le baromètre. Donc, c'est pas complètement perdu, mais on voit ici là, qu'on n'est pas toujours dans la même échelle d'influence. Le deuxième apprentissage qu'on a fait, c'est que finalement, le low-tech, là, puis je l'ai mis comme ça parce que c'est du langage numérique, mais c'est quand même important, de l'outil, c'est sa plus grande qualité pratique. C'est ce qu'on se fait, je dirais, souligner par les utilisateurs de baromètres le plus souvent, mais c'est son plus grand frein institutionnel. Je vous donne quelques exemples concrets, OK? C'est très, très proche de l'outil papier baromètre. En fait, tout peut être imprimé, tous les outils peuvent être utilisés papier, puis ensuite être intégrés dans le baromètre. Ça a vraiment été fait pour faciliter justement l'utilisation par les usagers, mais éventuellement aussi par les professionnels.
L'idée du langage commun, là, c'est simple. Là, vous avez vu tout le système d'icônes aussi qui aide à prioriser assez facilement. On peut importer, exporter à peu près toutes les données lorsque c'est programmé entre des différents DME, par exemple. On pourrait très bien le faire. Le problème, c'est que ce n'est pas toutes les plateformes numériques de DME, par exemple, qui acceptent d'être interfacées avec Baromètre. Fait qu'on se retrouve avec cette situation-là dans deux de nos milieux d'établissement en France où leur système de dossier médical n'accepte pas d'être interfacé avec Baromètre et ça fait une problématique de compétition entre les outils numériques qui sont utilisés par les professionnels, ce qui est vraiment difficile aussi à vivre au quotidien. Par exemple, je me suis fait dire dernièrement dans un de nos milieux, bien, il faudrait que je copie et colle ma note dans 3 différentes plateformes. Bon, vous connaissez ça, là, pour ceux qui ont travaillé avec des transformations numériques, Baromètre ne fait pas exception. Là où on a un petit peu une différence, c'est quand on va dans des milieux communautaires qui n'ont généralement pas de tech et que là, Baromètre s'ajoute plus facilement. Donc, on a des milieux qui vont être un tout petit peu plus ouverts à ça, mais ce problème de complémentarité fait intéressant, je vous dirais, puis je vais passer la parole après à Alexandre, c'est que on entend aussi dire ben, ça serait plus intéressant de garder Baromètre que d'être obligé d'utiliser mon autre plateforme, mais par exemple, mon autre professionnel m'oblige à utiliser l'autre plateforme. Donc, on se retrouve avec cette compétition-là, ce risque-là. Exact. Puis pour Excusez-moi de vous compléter. couper, mais je veux juste vous dire peut-être 5 minutes. Ouais. Excusez-moi. Ah oui, absolument. Exactement. Et on va laisser le temps des questions. Merci. Oui. Merci. Donc, les milieux communautaires vivent moins cet enjeu, c'est de moins en moins vrai. C'était vrai il y a 13 ans, c'est les moins vrai maintenant. Et puis, pour la compétition, c'est seulement depuis 2022 qu'il commence à avoir des lois qui obligent les privés en développement de la santé à interfacer leur plateforme avec les autres. L'application de cette loi-là n'est pas encore tout à fait opérationnelle, mais légalement, depuis 2022, un partenaire privé qui développe une technologie en santé n'a plus le droit de refuser aux partenaires publics un interfaçage avec d'autres outils. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais il faut voir ça s'actualiser dans les prochaines années. Je vous amène à la troisième, le troisième apprentissage, c'est que Baromètre, quand il a été construit, il n'y avait pas de limite. Il a été construit en collaboration avec des usagers qui étaient davantage dans le secteur santé mentale, travail social, travail communautaire. Mais il ne s'arrêtait pas à un diagnostic ou une situation de santé en particulier. Par contre, avec les implantations, on est arrivé à la conclusion que le modèle de pratique il est transversal, mais que l'outil est probablement plus pertinent avec certains usagers plutôt que d'autres. Et dans chaque milieu, il faut être capable de faire l'analyse de à qui Baromètre est destiné pour justement limiter le fardeau de l'implantation. Puis je vais vous donner un exemple concret. Dernièrement, on parle avec un milieu à Shawinigan, un groupe de médecine familiale, où on aurait un potentiel d'à peu près 175 usagers, puis finalement, on a identifié environ 50 usagers au Baromètre seraient le plus pertinent. Donc, on va réduire le nombre pour aller chercher le potentiel le plus intéressant. Puis on fait la même chose avec la Fondation John Boss, puis éventuellement le CHR. C'est là où on s'en va dans les prochaines années, c'est de dire, OK, bon, on avait peut-être un bassin de 500, mais là, on va aller vraiment vers les peut-être 100 usagers où Baromètre a vraiment une plus-value. Donc ça, c'est vraiment important. Puis finalement, ben, juste vous dire que les principes du modèle de pratique, on se rend compte que oui, ils sont actualisés des fois par la plateforme, mais aussi par d'autres outils de gestion. Puis quand je parle d'outils de gestion, on n'est pas seulement dans l'outillage tangible, mais aussi dans l'organisation du travail d'équipe. Donc, par exemple, les rencontres interprofessionnelles, on voit que ça peut très bien s'actualiser à travers ça. La plateforme vient comme renforcer ces autres
autres mécanismes-là. Donc, on voit aussi que peut-être que c'est un ensemble d'outils qui pourraient être mis en place pour pouvoir actualiser le modèle de pratique. Donc, la plateforme ne serait pas exclue, hein, il serait intégré, mais peut-être avec d'autres outillages. On voit ça dans des contextes comme la Fondation John Boss, beaucoup émerger. Peut-être, Alexandre, avant de terminer, je vais te laisser un mot sur un exemple que je trouve qui est très parlant, que tu Très utilises rapidement, beaucoup. pour respect pour la période de questions, on était dans un endroit, centre de réadaptation dépendance, et le professionnel a eu à travailler avec une personne qui était non-voyante. Donc là, oubliez ça, le baromètre de premier abord. Mais quand on parle d'autres mécanismes, c'est-à-dire que l'ancrage du baromètre était assez défini dans son usage pour permettre aux professionnels de dire je mets de côté la plateforme, mais quelle est l'expérience que je dois faire vivre pour répondre aux besoins? Donc, l'exemple des pièces de monnaie que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a utilisé l'éco-map, c'est-à-dire le professionnel s'est mis à utiliser, bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des pièces de monnaie, là, je m'excuse, on revient en arrière, mais le 1 $ qui est central pour la personne, et on utilise les autres formes des autres pièces de monnaie pour les positionner autour de la pièce de 1 $ centrale. On réalise l'éco-map de façon tactile et c'est une actualisation. Donc, après ça, le modèle de gestion prévoit que le professionnel aura un temps pour aller rendre compte de cette expérience-là en utilisant la plateforme. Et c'est ça qui est complémentaire. Et ça, c'est une bonne gestion clinique et de la pratique parce que ça ne vient pas entraver le but premier qui était la relation ou l'expérience clinique qui allait avoir lieu entre le professionnel et le patient. Merci. Moi, je l'adore cet exemple-là. Puis, en fait, ça nous a amené beaucoup à réfléchir d'autres questions de recherche. Puis, c'est sur ça que je vous laisse aujourd'hui. C'est qu'on essaie de se poser la question, de comment enraciner ce modèle de pratique-là dans des activités quotidiennes d'une organisation apprenante à travers un appareillage, donc plusieurs outils. Puis, éventuellement aussi, comment le Trek Baromètre, la plateforme, pourrait influencer l'apprentissage des équipes. Donc, ces deux questions-là, pour nous, deviennent un peu un dialogue de recherche là, qui va influencer les prochaines étapes. Merci beaucoup de votre écoute et de votre intérêt. J'arrête le partage pour pouvoir permettre l'échange avec vous tous. Merci beaucoup, Audrey, Alexandre, vraiment très, très intéressant. Donc là, on va arrêter l'enregistrement et passer à la période d'échange. Donc, je vous invite à